Je me présente, je suis Emmanuel Brusy, je suis directeur général des services de la commune de Saint-Jean-de-Luz depuis près de 3 ans. J'ai été recruté donc en qualité de directeur des ressources humaines en 2003 par le maire de l'époque, puis j'ai évolué en 2010 en qualité de directeur général adjoint en charge des ressources et promu in fine directeur général des services sur un grade d'attaché hors classe. Quels sont les éléments de comparaison de cette commune par rapport à ce que nous connaissons outre-mer? Donc c'est une petite commune de 15 000 habitants, mais qui est surclassée 40 000, 80 000 habitants. Donc c'est une station balnéaire classée tourisme, c'est-à-dire que nous avons en comparaison l'équivalent d'un budget et de services qui permettent d'accueillir sur les pointes durant la période estivale à peu près 50 à 60 000 personnes par jour. Donc nous avons donc une structure administrative qui est largement supérieure aux communes de notre strate de population classique. C'est une commune qui est située au Pays Basque, donc qui est une terre avec une forte identité effectivement culturelle, avec un patrimoine culturel matériel et immatériel qui est extrêmement riche, une économie qui est tournée vers le tourisme. C'est aussi une économie qui est tournée vers l'industrie, qui s'oriente à ce jour aussi vers tout ce qui est l'économie bleue. C'est une commune qui est avec un littoral qui est très important, donc à savoir que c'est une commune avec 15 000 habitants. C'est une commune pour laquelle nous avons 19% de logements sociaux, un peu plus de 1 200 € de foyers fiscaux qui sont exonérés de taxes locales. Donc c'est une commune qui malheureusement fait face à un vieillissement de sa population et avec une démographie qui est alimentée par les apports extérieurs. On a un marché de l'immobilier qui est extrêmement tendu. Alors en 2014, tout simplement, on va dire un effet d'usure classique dans une collectivité qui effectivement a été victime de ce qu'on a appelé la crise financière. Nous avons une partie de nos recettes locales qui ont fondu comme neige au soleil. Les droits de mutation qui effectivement étaient sensibles au marché. Nous avions aussi une perte sur les recettes du casino. Donc finalement, le peu de marge de manœuvre qu'avait notre commune a fondu comme neige au soleil, donc avec un autofinancement qui s'est dégradé. Et les élus n'ont pas souhaité que le levier de l'impôt soit le seul levier qui soit utilisé justement pour redresser la barre. Nous avons un budget de 30 à 35 millions d'euros par année. Et donc sur la période de 2011 à nos jours, donc les élus ont décidé de baisser les charges. Donc justement, au regard de ce financement qui avait dérapé, donc quelles ont été les décisions prises par les élus pour pouvoir rétablir la situation? Il faut se remettre en contexte général de la crise qui est passée par là et qui fait qu'effectivement on est rentré dans une nouvelle ère des finances publiques. Pour nos élus qui en ont pris conscience, vous avez aussi le fait que la dotation globale de fonctionnement a baissé. Elle a diminué de 50% en plus de toutes les autres recettes que nous perdions, soit plus d'1 800 000 € que nous avons perdu en plus. Donc on ne pouvait pas se permettre de boucher les trous en utilisant le levier fiscal. Donc sur les 8 dernières années, les élus n'ont augmenté qu'une seule fois les impôts. Et encore seulement de 2,5%. Donc il a fallu innover. On a passé en revue l'ensemble des recettes de la commune. L'ensemble des recettes était bien recouvertes, c'est-à-dire encaissées. Donc ça a commencé tout simplement par les impôts classiques. C'est-à-dire que par mesure de justice fiscale, avant même d'augmenter les impôts, on s'est assuré du bon rendement des impôts locaux. Donc on a fait tout un travail avec les services fiscaux pour reprendre l'intégralité de certaines habitations. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une partie de nos contribuables qui ne rentraient pas dans le champ de la taxation, donc on a ramené des gens dans le champ de la taxation, tout simplement. Ensuite, on a pu faire ce travail-là parce qu'effectivement, en partenariat avec notre intercommunalité locale, on a créé un observatoire fiscal. Et donc, on a pu, dans le cadre de cet observatoire fiscal, entre l'intercommunalité, la commune et les impôts, mettre en place les outils pour véritablement, j'ai envie de dire, optimiser le rendement des taxes locales actuelles, sans se poser la question de les augmenter. Et ce qui fait que on a pu avoir des rôles supplémentaires qui étaient financièrement assez conséquents, de 80, 100 000 € de gens qui avaient échappé tout simplement à l'impôt. Après, sur les recettes qu'on a développées, nous avons des emplacements qu'on appelle occupation du domaine public, des petits bars en bord de mer, des food trucks, des choses comme ça. On a remis systématiquement en concurrence ces contrats, donc sur des contrats sur des durées qui étaient peut-être un peu plus longues, en ayant une certaine exigence vis-à-vis des gens qui postulaient,
Mais en les remettant en concurrence, on a des loyers qui ont pu augmenter de 50, voire de 100%, puisqu'on ne les avait pas retouchés depuis de nombreuses années. Dans la fixation du montant, on s'est aussi dit qu'on pouvait éventuellement prendre une partie du chiffre d'affaires, ce qui permettait aussi d'améliorer le rendement justement de ce type de recettes annexes. Après, on s'est penché sur la tarification des services publics. Et donc, à partir du moment où le service public a un coût, on a souhaité, donc dans le cadre des travaux qu'on a menés avec la direction des finances, on a fait une revue de l'intégralité, effectivement, de ces coûts. Et puis, on a proposé des pistes d'évolution de tarification sur des tarifs qui nous semblaient extrêmement bas. Alors, je vous prends un exemple. On a une piscine qui est communale, et donc on accueille tous les gens, toutes les communes extérieures. Et donc la séance de piscine, il l'a payée pour l'heure scolaire, pour une classe, il l'a payé 37 €. Bon, on s'est dit qu'on allait augmenter ça de 5%, ce qui fait qu'effectivement, alors certes, ça n'est pas grand-chose, hein, c'est parfois 1, c'est parfois 2 € par séance, mais ça nous a évité de continuer à éroder nos recettes. On a fait ça sur le travail sur nos garderies, on a fait ça sur le travail sur les cantines, tout en ayant des dispositifs de tarification sociale. Maîtriser et réduire les dépenses de fonctionnement, optimiser les ressources de la commune. On a arbitré aussi sur une série de projets. C'est-à-dire que des projets qui étaient identifiés par les élus et pour lesquels effectivement on se rendait compte que dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement, on n'aurait pas les moyens de les financer. C'était l'état d'esprit des élus qui leur ont permis de prendre toutes ces décisions qui sont un peu difficiles à prendre, voire de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas ce genre d'outils. Donc, quel a été l'état d'esprit pour leur permettre de se dire il faut maintenant passer à une gestion un peu plus structurée. Voilà, oui. Et je crois qu'une commune comme Saint-Jean-Luz est une commune qui a les défauts de ses qualités. C'est une petite ville, c'est presque un village. C'est une structure qui est extrêmement familiale. J'ai envie de dire que c'est comme dans n'importe quelle commune de 15 000 habitants, tout le monde se connaît. On a souvent des gens qui souhaitent rentrer et travailler à la commune. On a des gens qui habitent sur place, hein, les employés habitent sur place. Comment on a fait? Parce que nos élus locaux étaient très sensibles à ce phénomène de localisme, entre guillemets, comme on dit. Tout simplement en leur faisant prendre conscience en élaborant ce qu'on appelle une prospective financière. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la période du mandat de la période 2014 à 2020, on leur a dit par rapport au programme pour lequel vous avez été élu, voilà les moyens que vous devez mettre en face pour le réaliser. Donc voilà le chiffrage pour réaliser l'investissement, et voilà comment la section de fonctionnement, le budget classique, va se comporter. Et donc on leur a montré qu'il y aurait des moments où effectivement il y aurait forcément un autofinancement qui se dégraderait. Donc un recours à de nouvelles recettes supplémentaires, soit par l'impôt, soit de baisser les dépenses. Et donc derrière, on les a fait rentrer dans cette logique un petit peu vertueuse en leur imposant, alors c'est vrai qu'on leur a imposé, de mettre en place un pilotage financier au niveau de la direction générale. Donc on a fait toute une série de tableaux de bord financiers, et donc si vous voulez, on s'appuie sur les finances locales, puisque comme je le disais, notre maire a pris conscience à une époque qu'on avait changé d'air des finances publiques, et donc on s'appuie sur le dispositif financier. Alors les finances sont au service du projet. Les finances ne sont pas le projet. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, à savoir que, effectivement, les finances, c'est important. Un élu local, quel qu'il soit, un exécutif local et un groupe majoritaire qui a été élu pour mettre en place un projet. Et c'est la quintessence même du suffrage universel. Donc l'administration n'a pas à contester cela. L'administration a accompagné cela. Et donc derrière, on leur a proposé des outils. Et donc on leur fait 2 séminaires chaque année, donc au mois de février, pour préparer les orientations budgétaires, dégager toutes les pistes de travail, les plus et les moins du budget, tout simplement, que ce soit dans la vie courante de notre commune ou que ce soit dans notre investissement. Et on refait un débrief au mois de novembre pour le résultat final et pour préparer les pistes de l'année prochaine, et on réajuste en continu au fil de l'eau. C'est-à-dire que régulièrement, en commission des finances ou dans le groupe majoritaire, on fait un suivi financier, on les tient au courant de l'encaissement des recettes, du niveau de consommation des crédits de fonctionnement, on a un petit système d'alerte
quand on commence à déraper ou pas. Et surtout, les élus ont pris l'habitude de travailler par enveloppe. C'est-à-dire que les élus tels qu'ils sont aujourd'hui ont identifié dans leur budget le coût de leur service public. Et donc, ils ont un véritable coût consolidé. Les dépenses de fonctionnement, donc charges et dépenses de ressources humaines, puisque ça, c'est souvent des dépenses qui sont masquées, les gens ne s'en rendent pas compte, et aussi les dépenses d'investissement. Et c'est surtout l'occasion de leur dire, quand ils nous disent « c'est super, j'ai un très beau projet », mais formalisons ensemble ce projet. Et pour formaliser ensemble ce projet, ce qu'on leur a demandé, c'est pour les services de travailler sur des projets de services que l'on revoit chaque année ensemble. Donc, ils nous produisent un projet de service avec le bilan des actions qu'ils ont réalisées et les perspectives pour l'année d'après, qui justifient ou pas des augmentations ou des baisses de leur budget. Et derrière, on a introduit une technique qu'on a appelée le contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire que on les a fait travailler pour avoir des procédures qui sont normées. On leur a dit, vous avez un axe, renforcer la qualité du service et mobiliser le personnel. Donc, qu'est-ce que vous proposez, vous, service, pour améliorer la qualité du service? Comment on peut mieux traiter les demandes des usagers? Comment on peut mieux traiter l'entretien de l'espace urbain? Comment on peut renforcer l'administration? Comment derrière, on peut mettre en place de nouvelles procédures pour faire évoluer et accompagner ce changement? Le deuxième axe, c'était optimiser nos ressources. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelles sont les mesures générales d'économie sur la base d'un contrôle de gestion? Quelle politique d'achat mutualisée nous pouvons mettre en place? Quels sont les moyens humains qu'on peut mutualiser justement pour améliorer le fonctionnement de nos services? Le troisième axe, c'était une administration éco-responsable et soucieuse de l'environnement, puisque nous avons donc une procédure de labellisation en cours de notre plan de développement durable. Donc on s'est appuyé sur cet outil, sur la maîtrise des consommations d'énergie, justement, qui sont certes bonnes pour la planète, puisqu'on consomme moins, mais qui sont aussi une source économique importante et qui font baisser les dépenses de fonctionnement. Je prends la question de l'éclairage public. La question de l'éclairage public, tout simplement, le simple fait de recaler les horloges solaires sur proposition du service électricité et de la direction des services techniques nous a fait économiser 20 000 euros. Et le quatrième axe, surtout, et c'est un axe qui permet de mobiliser les gens, consistait à améliorer la communication sur le projet et l'intervention des services municipaux. C'est-à-dire qu'ils font des bilans d'activité de service. Et pour les services, c'était très important parce que ils s'investissent effectivement pour le compte de leur commune. Leurs actions ne s'ouvrent pas forcément. Alors tout le monde n'est pas jardinier, et tout le monde ne voit pas le travail des autres, et donc du coup ça veut dire que le citoyen, le concitoyen a un regard qui est un peu différent, et les employés communaux sont extrêmement bien perçus, mais on peut effectivement parler de performance en fonction des métiers et des services. Alors on a une culture, j'ai toujours apprécié de le faire avec les gens. C'est-à-dire que les dossiers, je pense que plutôt que de faire appel à un cabinet ou à un bureau d'études extérieur, bien souvent, c'est en construisant le projet, le chemin est aussi important que l'objectif que l'on va atteindre. Et donc, c'est une méthode d'association, hein, et ça va jusqu'au chef de l'électricité qui consulte ses collègues pour dire, bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et là, vous touchez à toute une palette de choses. C'est-à-dire que certes, vous avez des économies, mais en fait, indirectement, quand vous touchez aux conditions de travail des employés en tant que tels, à la qualité de vie au travail, comme on le dit, ça vous permet d'apporter toute une série d'améliorations. Est-ce que vous étiez en surnombre? La difficulté d'une commune comme la nôtre, ça dépend des missions que vous exercez, et notamment on a un fort caractère saisonnier. Pour vous dire, on est 310 employés communaux, on a un budget de 30-35 millions d'euros en fonction des années en matière d'investissement. On ne s'est jamais interdit de supprimer des postes. C'est-à-dire que, en fait, on adapte le service public en fonction des opportunités. Les services avec un public en face usager, sont des services sur lesquels aujourd'hui on est sur de la tension. C'est-à-dire que dans les écoles, à l'accueil de la mairie par exemple, ou à l'accueil du centre communal d'action sociale, effectivement, on n'a pas supprimé des postes, on les a même renforcés. Par contre, sur tous les services supports de type ressources humaines, de type finance, de type informatique, ou sur les opérationnels
pour lesquels il y avait des possibilités de modernisation de leur métier, bien sûr qu'on a supprimé des postes. Et on a travaillé différemment. On a un bilan d'activité qu'on dresse chaque année, et effectivement, en fonction du type d'intervention, si l'intervention disparaît, on sait qu'on a peut-être 25% du travail qui va disparaître. 25% sur un service de 4, c'est une personne en moins. Nos dépenses de fonctionnement ont baissé de 15 à 20%. Que nos dépenses de personnel n'ont augmenté que de 2% en moyenne, voire même nous avons eu des années où on était à croissance zéro, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des années où on a supprimé des emplois, c'est arrivé, et c'était pas une difficulté. On a ajusté notre dispositif saisonnier, qui était très important justement en s'équipant avec du matériel, et puis en travaillant tout simplement différemment. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup de l'échange.